Buongiorno a tutti, merci d'être là. Donc, nous allons ouvrir cette session, cette programmation des conférences du Centre culturel universitaire 2015-2016. On l'ouvre malheureusement avec un petit incident, puisque Vanda Mastor, qui était prévu pour présenter cette conférence aujourd'hui, a eu un problème de santé, un problème, il s'est cassé un orteil, et évidemment pour se déplacer c'est plutôt difficile. Donc nous l'excusons, et en même temps nous avons décidé tous les quatre ici de ne pas annuler ce propos, de ne pas annuler la thématique autour de la co-officialité. La différence, c'est que je présenterai moi un résumé d'un article de Vanda Mastor qui en substance contient ce qu'elle devait présenter aujourd'hui, mais bien entendu ce sera une façon réduite, un pis-aller si j'ose dire, mais ce sera aussi le socle du thème pour pouvoir développer un propos autour de la co-officialité avec mes trois collègues ici qui ont bien voulu jouer le jeu. Dans l'ordre géographique ici, Romain Colonne, un maître de conférence à l'ESP et qui est aussi spécialiste de sociolinguistique et notamment de macro-sociolinguistique et de problématiques de politique linguistique. Voilà. Romain réagira non pas éminemment sur l'article de Vanda Mastor ou son propos, mais plutôt sur le fond constitutionnel avec une approche comparée dans la perspective de la publication d'un ouvrage en langue corse qui sortira dans un mois, si je ne m'abuse, aux éditions Albiane. Jacques Thiers est ici aussi avec nous au titre de son expertise qu'il avait développée dans une période, me semble-t-il, autour de 2006 au service de la collectivité territoriale pour le développement, une planification de la langue corse. Et enfin, Sébastien Queneau, Jacques Thiers, professeur émérite en sociolinguistique, et Sébastien Queneau, maître de conférence frais et moulu cette année, mais il nous intéresse aussi, non seulement à titre universitaire, puisqu'il est docteur de cette université bien entendu, mais aussi au titre du fait qu'il a été au service de la collectivité territoriale, un petit peu le développeur de la planification linguistique ces dernières années. Je dis le, mais en fait c'est entre autres, bien entendu, en équipe. Voilà, donc je vais prendre un quart d'heure, grosso modo, pour vous résumer, pour vous présenter les lignes de force du propos de Vanda Mastor. Je la présente en 2 secondes. Vanda Mastor est professeure de droit public à l'université de Toulouse-Mirail, et elle est corse, elle est originaire de Bonifacio. Et elle nous dit en introduction qu'elle avait été appelée avec l'équipe de Guy Carcassonne, qui malheureusement nous a quittés entre-temps, avant, bien entendu, le vote de 2013 sur la co-officialité. Elle avait fait partie de l'équipe autour de Paul Jacobi pour bâtir le rapport sur la réforme institutionnelle. Alors, et elle a émis le désir de se concentrer sur la question de la langue à ce moment-là. Donc, du coup, dans ces vastes thématiques sur le droit constitutionnel, elle a développé une spécialité sur la langue et en particulier sur la problématique de la langue corse dans la Constitution et dans la co-officialité. Alors, elle a ainsi identifié des difficultés qui peuvent être, bien entendu, d'ordre personnel. Quand on est corse et qu'on est professeur de droit constitutionnel, on est dans un ensemble de contradictions entre le fait de vouloir un développement pour la langue de son pays et le fait aussi d'être un spécialiste, une juriste spécialiste de constitution. Donc, admettre les particularismes locaux, nous dit-elle, que ce soit au nom d'une certaine tolérance de la richesse du multiculturalisme ou d'une acceptation des bienfaits du pluralisme juridique au sein de la République jacobine, entraîne une somme de contradictions. Elle en évoque quelques-unes. Par exemple, les contradictions entre l'Europe. Ici, elle n'évoque pas vraiment l'Europe, mais le Conseil de l'Europe, vraisemblablement en ce qui concerne la charte des langues européennes, qui se veut protectrice des langues minoritaires et régionales, et une France, bien entendu,
ne souhaitant mettre en avant que la seule langue de la République. Je ne vais pas vous refaire ici l'historique et tout le processus du jacobinisme français et de ses choix en matière de langue unique, langue du commun, en séparant bien entendu la langue publique de la sphère privée, où là, bien entendu, les langues régionales ou autres ou immigrées sont autorisées. Elle évoque aussi les difficultés d'une co-officialité. Alors, on verra que Vanda Mastor est plutôt partisane d'une méthode douce, c'est-à-dire que pour elle, le principe de co-officialité, pour le moment, relève d'une impossibilité. Donc, elle nous dit ici que ce principe encourt avec certitude le risque de la censure du Conseil constitutionnel. Et bien entendu, elle renvoie aux politiques le fait de vouloir atteindre la réforme maximale souhaitée, mais les juristes doivent se pencher sur le champ des possibles en matière de constitution. Et donc là, elle va définir le cadre d'une nécessaire évolution en posant la question de l'identité linguistique comme pilier de la réforme territoriale. Et me semble-t-il, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que pour Vanda Mastor, cette question linguistique n'est pas un gadget, ça n'est pas un caprice, ça n'est pas superfétatoire, mais c'est un argument qui est le cœur et le moteur d'une réflexion générale sur l'évolution institutionnelle de la Corse, ce en quoi, je pense, tous les quatre ici, nous la rejoignons absolument. Elle ne néglige pas un point d'histoire, même si ça n'est pas le cœur de l'article et épistémologiquement, ça n'est pas non plus le propos, mais elle se risque quand même à quelques considérations sur la politique de la langue française, notamment à partir du XVIIIe siècle. Elle a bien vu que ce XVIIIe siècle était une réelle articulation dans l'histoire. Et dans le champ sémantique, on voit quand même des propos comme la langue française, de la manière la plus brutale qui soit, qui s'y est diffusée, lieu débaptisé, imposition du français dans les cours et tribunaux, les Corses étant jugés dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, bien entendu toujours dans l'histoire, ça n'est plus le cas aujourd'hui, interdiction de l'italien par décret. On pourrait discuter ici du rapport du couple diglossique italien-corse, mais me semble-t-il, le propos est tout à fait recevable sur la brutalité de la transition entre ce que utilisaient les Corses en termes de langue et le passage à une autre langue officielle. Alors, l'article va bien entendu sur ce qui est le cœur de compétence de notre intervenante ici, à savoir le droit. Et elle nous dit ici qu'il faut aller vers de la normativité, c'est-à-dire qu'en substance, il est dit ici, vous lisez le propos en même temps que moi, il est dit ici que ce qui est inscrit dans la Constitution aujourd'hui n'a qu'un effet très relatif et un effet lié aux mots et qui a besoin, bien entendu, d'une action sur le terrain et d'un développement. C'est pour ça que la dernière phrase ici dit « Il faut engager cette réforme de revitalisation sur le terrain de l'effectivité et donc celui de la normativité qui, bien entendu, a à voir avec l'efficacité et l'action et la planification. » Ce qui n'est pas le cas dans l'inscription actuelle. On va le voir dans ce qu'elle développe en termes de description de la langue corse dans la Constitution. Ce qui m'a intéressé dans cette diapo ici que je restitue, c'est que indivisibilité ne signifie pas uniformité et que dans sa réforme de 2003 sur la décentralisation, réforme Raffarin, la France évolue aussi. Elle évolue dans l'ambiguïté, elle évolue dans une absence d'arbitrage de ses choix entre une forme fédéralisée et un conservatisme jacobin. Mais en tout état de cause, sur cette réforme constitutionnelle de 2003, elle évolue. Elle dit qu'il faut accepter tous les contours, conséquences de cette affirmation solennelle de la décentralisation qui ne peut avoir que des applications particulières sur certaines parties de notre territoire, dont la Corse. Et très vite, elle souligne une forme d'incohérence ici au niveau de l'article 73 qui dit un petit peu, on va y venir tout de suite, qui dit un petit peu cette réforme constitutionnelle qui pose une France décentralisée.
Elle dit qu'en réalité, cette réforme non seulement vient obscurcir l'appréhension juridique de la Corse, mais introduit toujours plus d'incohérences. Alors comment? Le propos est un petit peu technique, je me permets de vous le restituer dans son verbatim, si j'ose dire. Alors, elle explique le point de vue juridique de cette ambiguïté, de cette difficulté. Je le lis, vous me permettrez, parce que je suis incapable de le commenter directement. En vertu de l'article 72, alinéa 1er, cité, les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. C'est ainsi, dit-elle, que la Corse fait son entrée dans la Constitution sur la pointe des pieds, sans nommément se présenter, tandis que l'île de Clipperton, par exemple, inconnue de tous, a les honneurs de la gravure dans le marbre constitutionnel. La Corse n'est évoquée qu'à travers un alinéa qui s'applique également, dans une moindre mesure, à certaines villes. C'est-à-dire qu'ici, on est dans l'interprétatif, et pour que la Corse ait une dimension constitutionnelle, il faudrait sui generis la créer en fonction de ces articles. Alors, à partir de là, elle nous avance deux lectures possibles. La première sur les principes d'unicité du peuple français et de la langue française, qui, osons l'avouer, dit-elle, sont mis à mal depuis la dite révision, celle de 2003. La France, en tant que république, ne saurait s'appréhender de deux manières, avec ou sans l'outre-mer, c'est-à-dire qui lui donne un statut fédéral, ou alors dans un maintien dans une lecture qui est a priori conservatrice et centralisatrice. Donc là aussi, il y a du travail, même sur l'interprétation, à partir de ce processus parti de 2003. Alors, bien entendu, la fin de l'article va vers la levée des obstacles, et là, elle s'engage sur ce que l'on pourrait appeler la méthode douce, et elle défend quand même l'article 2 de la Constitution qui dit que la langue de la République est le français, qui n'est pas si vieux, il date de 92, c'est la fameuse loi Toubon. Et, dit-elle, il y aurait en revanche, plutôt que d'aller frontalement et avec la langue vers la Constitution, il y aurait en revanche des voies plus douces, moins radicales, ayant plus de chances d'être adoptées par le Constituant et permettant de poursuivre l'objectif de revitalisation. Et elle va se poser la question du comment. Et là, elle lit très fortement, elle présente cela comme un préalable d'ailleurs, le fait que pour aller dans un processus de co-officialité, il y a comme préalable que la Corse soit inscrite dans la Constitution dans les conditions juridiques présentées un peu plus haut. Sans cela, il est difficile d'aller vers une co-officialité sans cette inscription. Donc, il y a le mot préalablement qui apparaît bien. La méthode de modification est donc impérieuse. Pas de statut particulier de la langue corse, sans un statut clairement dérogatoire, préalablement établi pour la Corse. Elle dit aussi auparavant que dans ce préalable-là, il y a la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires, qui a subi un refus en 1999, mais dans ses développements, l'article est à disposition, je peux le faire passer à qui et pour qui est intéressé. Entre 1999 et 2003, il y a quand même eu cette évolution institutionnelle de 2003 et, dit-elle, le contexte juridique a changé dans le bon sens. La France reconnaît des populations, des particularismes locaux et serait prête à des adaptations normatives parce que je rappelle que la Charte des langues minoritaires n'a toujours pas été ratifiée et que le processus est en voie d'étude vers un conseil constitutionnel qui a subi déjà un refus de la part du Conseil d'État, toujours pour les mêmes raisons constitutionnelles. Donc cette méthode douce affirme aussi un trop grand écart entre l'article 2 et l'article 75 de la Constitution, où la langue corse existe, mais au titre de la reconnaissance
patrimonial. Voilà. Il y a aussi tout un développement sur le droit comparé, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que je pense que Romain Colonne, à qui je vais donner la parole tout de suite, va venir sur ces éléments de droit comparé. Mais pour préciser un petit peu, elle fait référence au Länder allemand, à la constitutionnalité espagnole qui ouvre à la co-officialité, à l'Italie pour qui certaines régions, par exemple l'Alto Adige ou le Frioul, ont déjà des mesures de ce type. Voilà, donc je crois qu'on ne fera pas plus de commentaires là-dessus. Je voulais remercier Vanda d'avoir travaillé sur la Corse, l'excuser aujourd'hui et rendre compte un petit peu de son propos où on l'aura compris, la voie constitutionnelle présente un certain nombre de difficultés qui peuvent être contournées dans les conditions qu'elle a posées. Voilà, je cède tout de suite la parole à Romain pour enchaîner. Merci. Bonjour tout le monde. Excusez-moi par avance si je suis un peu confus. C'est toujours difficile de passer après Alain Dimi, qui a toujours un esprit synthétique pour appeler un article. Je vais vous évoquer un certain nombre de généralités par rapport aux langues pour non pas porter une critique sur l'article, parce que vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas ici, surtout en l'absence de l'auteur, de porter une critique radicale par rapport à un certain nombre de choses, mais juste de soulever un certain nombre de problèmes. Excusez-moi, je voudrais simplement rappeler qu'au niveau des langues, quelle que soit l'approche que l'on puisse avoir des langues, et qui plus est une approche constitutionnaliste ou juridique, les langues ne sont que le résultat d'un rapport de force politique, d'un rapport de force historique, ou plus généralement d'un rapport de force sociale. C'est-à-dire que la Constitution, quelle que soit la Constitution, hein, ce texte suprême dont se dote un État souverain, quel que soit l'État concerné, et là il s'agit de l'État français bien évidemment, reste le résultat d'un rapport de force historique, social et politique. Donc ce qui est construit peut être amélioré, amendé, déconstruit, et prendre une orientation dans un sens ou dans un autre. Le problème, me semble-t-il, à travers un certain nombre de lectures que j'ai pu effectuer dans le cadre de mes travaux de recherche, c'est qu'il y a, qui plus est en France, peut-être un peu plus en France qu'ailleurs, une forme de ce qu'on va appeler d'essentialisme qui entoure la langue française et qui entoure la Constitution française. Alors qu'est-ce que l'on entend par essentialisme? C'est-à-dire que la langue française et la Constitution française recevraient comme une essence quasi divine un certain nombre de qualités, seraient dotées d'un certain nombre de qualités intrinsèques. Alors la langue française, et ça naît dès le XVIIIe siècle, hein, caractère émancipatoire, caractère universalisant, seraient des qualités intrinsèques. Hein. Donc il y a cette forme d'essentialisme qui nous empêcherait d'avoir toute réflexion, comment dire, avec une approche où on serait tenté de construire ou de déconstruire cet essentialisme. Et ça pose un problème puisque dès que vous évoquez, que ce soit avec un constitutionnaliste ou avec un opposant scientifique, politique, et un contradicteur, on dit oui, mais ça c'est la Constitution, on ne peut pas la toucher, comme si c'était le fruit voilà, quasi divin. Non, mais une Constitution, ça se discute, ça s'amende et ça se travaille. Et le problème, s'agissant de la langue française, c'est qu'on est face à, on peut appeler ça un syllogisme, un discours un petit peu creux qui tourne sur lui-même. Je vous prends un autre exemple. Le peuple corse dit communément non pas depuis le vote qui a été qualifié par la presse régionale comme un vote historique par rapport à la co-officialité, depuis 1982, l'Assemblée de Corse a voté régulièrement, mais on l'oublie un petit peu, des votes en faveur soit de l'enseignement obligatoire du corse, en faveur de la reconnaissance du peuple corse, en faveur de la co-officialité. Alors certes, le consensus n'était pas aussi clair, peut-être qu'il ne l'a été en 2013, mais en tout cas, depuis maintenant plus de 30 ans, l'Assemblée de Corse, démocratiquement, majoritairement, vote en faveur de la langue corse. Et notamment en faveur d'un enseignement obligatoire. L'État français vous dit, la langue corse, il opère une catégorisation, une nomination-catégorisation, la langue corse est une langue régionale, d'accord ? Nous voulons un enseignement obligatoire de la langue régionale. L'État français vous répond, mais on ne peut pas l'enseigner de manière obligatoire, puisque c'est une langue régionale. Et là, vous avez toute une construction politique qui vous enferme dans un certain carcan, je dirais, constitutionnalo-idéologique, et qui pose problème avec la mise en place de binômes. Il y aurait la langue de la République, la langue émancipatrice, et la langue du communautarisme ou la langue de l'identité, la langue nationale et la langue régionale, etc., etc.
Donc, si l'on aborde, me semble-t-il, je reste très prudent sur la question, si l'on aborde la question linguistique exclusivement à travers le prisme de la Constitution française, celle-là même qui vous exclut, ça va être assez compliqué. Alors bien évidemment, pour nous, il ne s'agit pas aujourd'hui, on n'est pas dans le contexte politique catalan, de dire demain matin la Corse est indépendante et donc la langue corse est la langue de la nation corse et d'un État souverain. Mais pour autant, faire une analyse de la question corse exclusivement à travers le prisme constitutionnaliste continentale pose un problème puisque la Constitution est faite justement pour exclure les langues qui ne seraient pas le français, qui, elles, ne bénéficient pas de cette forme d'essentialisme qui confond hein, l'origine de la langue et la fonction de la langue. En revanche, vous allez, puisqu'on parle en ce moment énormément du domaine catalan, si vous allez du côté catalan, il y a un texte de droit international, mais plus de référence au droit international, puisqu'il n'a pas d'obligation réglementaire ou législative vis-à-vis des États. Mais c'est un texte qui a été porté à Barcelone, et j'en veux prendre pour témoin mon ami et collègue Jacques Thiers est ici présent, puisqu'il a participé aux travaux qui se sont déroulés en 1992 à Barcelone. Et ce texte s'intitule « La Déclaration universelle des droits linguistiques ». Et quelle est l'originalité de ce texte qui a été signé en 1992 à Barcelone, sous l'égide de l'UNESCO notamment, qui a été soutenu par des centaines de personnalités comme Yasser Arafat, Octavio Paz, Jacques Thiers, voilà, donc vraiment, je veux dire, beaucoup de monde et des personnalités internationales, universitaires, écrivains, politiques. Donc il y avait un consensus qui était très très large et soutenu surtout par l'UNESCO. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit que nous ne devons pas appréhender, et c'est là où je ferai la jonction avec mon propos précédent par rapport à la Constitution française, nous ne devons en rien appréhender les langues d'un point de vue hiérarchique, parce que l'une serait parlée par 100 000 habitants et l'autre serait parlée par 200 000 habitants, parce que l'une serait langue dite régionale et l'autre langue dite de la République ou nationale. En gros, il y a une approche égalitaire des langues. Et le texte de la Déclaration des droits universels proposé en 1992 s'appuie sur 3 références. Parce que vous allez me dire, et ça serait tout à fait légitime, oui, mais à ce compte-là, n'importe quelle langue, n'importe quel individu pourrait demander à bénéficier de ces droits universels linguistiques. Sauf que, bien évidemment, les personnes qui ont participé aux travaux du CIMEN à l'époque, en 1992, ont balisé, délimité, entre guillemets, la catégorie des langues qui pourraient prétendre à. Et ils retiennent 3 critères que je vous soumets pour le débat, pour un petit peu baliser les langues. D'une part, on doit prendre en compte la dimension historique. Et là, vous voyez qu'on sort des propos stricto sensu de la Constitution française. On doit donc envisager une dimension historique. Est-ce que la langue corse peut s'envisager de manière diachronique à travers son histoire, à travers l'accumulation de différentes strates? Bien évidemment, la linguistique, l'histoire linguistique nous répond que oui, il n'y a pas de problème au sujet de la Corse. Il y a une langue historique en Corse, il y en a plusieurs qui évoluent. Demain, ça ne sera certainement pas la même. Mais aujourd'hui, on peut dire d'un point de vue a posteriori, on peut dire oui, historiquement, on peut situer une langue sur les territoires de Corse. Ça, c'est le premier critère. Le second critère, un critère territorial. Est-ce qu'en Corse, on peut envisager la question linguistique d'un point de vue territorial? Ce qui est moins évident pour ceux qui sont les plus au fait de ce débat du côté occitan, par exemple, où certains disent non, mais territorialement, les frontières linguistiques sont plus mouvantes. En Corse, le problème ne se pose pas, puisqu'on bénéficie à ce niveau-là de l'insularité qui coupe court à tout débat. Donc le second critère territorial après le critère historique est parfaitement, on y répond de manière parfaitement positive. Et après, le troisième critère qui est très intéressant, et qui n'est pas finalement soulevé stricto sensu par notre collègue dans son article, c'est le critère de l'auto-identification. Alors l'auto-identification, c'est quoi? C'est quand une communauté décide de s'auto-identifier par rapport à la langue. Et je vous disais en guise d'introduction de mon propos que l'Assemblée de Corse, représentante légitime et démocratique du peuple corse depuis 1982, avait pris
à de très nombreuses reprises depuis 1982 la décision de faire de la langue corse un pilier de son identité collective. Donc les 3 critères retenus par ce texte international, historique, territorial et auto-identification, la communauté corse y répond de manière tout à fait favorable depuis déjà un certain nombre d'années. Donc si l'on se base à partir de ces 3 critères, on ne doit plus se demander ou presque s'excuser d'être périphérique ou s'excuser d'avoir une langue ici ou s'excuser de demander des droits. La Déclaration universelle des droits nous dit que si vous répondez à ces 3 critères, ça gomme toutes les hiérarchies qui seraient imposées par le haut. Et donc, du coup, on peut envisager une cohabitation de plusieurs langues sur un territoire donné, quelle que soit la constitution, quel que soit le régime politique du pays qui vous accompagne ou qui vous soumet à tel ou tel régime politique. Je voudrais rappeler ici un article de Patrick Sauzet, qui est un sociolinguiste, un article, me semble-t-il, de 1988, où il explique finalement que la périphérie, comme la région, ce sont là encore des constructions politiques. Et il dit la périphérie n'est pas périphérie par accident. La langue corse n'est pas minoritaire, minorée ou régionale par accident. C'est la résultante d'un rapport de force avec le national ou le majoritaire. Voilà, donc là c'était un petit élément, avant de céder la parole, de comparaison en termes de droit, mais ce texte de la Déclaration universelle, je vous le répète, les personnes signataires, et Jacques Thiers y était par exemple, c'est pas parce que Jacques Thiers y était qu'il a participé aux travaux que du coup l'université, la Corse, l'Assemblée de Corse seraient soumises à tous les droits proposés par ce texte-là. Mais c'était pour vous proposer, si vous voulez, une autre approche que l'approche exclusivement constitutionnaliste franco-française, qui de toute manière s'est faite depuis, alors philosophiquement et éthiquement, depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire de siècles, à l'exclusion des autres langues, et depuis 1992, avec l'introduction de l'article 2, là, totalement à l'exclusion des langues minorées, bien qu'à l'époque, cet article, on l'avait présenté comme un rempart par rapport à la construction européenne et par rapport à l'anglais. Or, il n'a été mobilisé uniquement en défaveur des langues dites régionales. Le problème, c'est qu'on pourrait se tourner du côté européen, contrairement, là j'ai une position beaucoup plus nuancée par rapport à l'auteur de l'article, lorsqu'elle dit que l'Europe protège les langues dites régionales ou minoritaires. Ce n'est pas vrai. Ni le Conseil de l'Europe, ni l'Union européenne. Pour la bonne et simple raison que l'Union européenne n'a aucune politique en matière de langue minorée. Sa seule politique du côté de l'Union européenne, c'est de s'appuyer sur le Conseil de l'Europe et notamment sur la charte des langues régionales ou minoritaires. Donc l'Union européenne, en tant qu'institution politique davantage économique que culturelle, n'a pas de politique en faveur des langues autres que les langues étatiques. La preuve, c'est que l'Union européenne, vous connaissez sa devise, hein, l'unité dans la diversité, a tout un certain nombre de langues officielles, 23 aujourd'hui, ce qui fait des centaines de combinaisons de traductions possibles. Mais ce sont uniquement des langues étatiques reconnues au niveau stato-national et non pas des langues qui n'appartiendraient pas aux États membres. Et du côté du Conseil de l'Europe, le texte phare du Conseil de l'Europe, c'est la charte des langues régionales européennes qui, me semble-t-il, j'ai un petit peu publié, travaillé là-dessus, et je crois qu'ici on est plus ou moins tous d'accord, n'apporterait pas grand-chose aujourd'hui, puisque, je terminerai là-dessus, le président Hollande, et ça a été dit très récemment malgré les derniers soubresauts politiques à ce niveau-là, a très clairement dit que si la charte était ratifiée, elle serait ratifiée dans la version de 1999 portée par le gouvernement Jospin. Or, sans entrer dans les détails, les articles retenus en 1999 par le gouvernement Jospin amènerait une politique en deçà de ce qui se fait déjà actuellement. Donc, grosso modo, il y a une pression ici en Corse depuis maintenant l'avènement de la charte, à savoir 1992 aussi, la charte du Conseil de l'Europe. Une pression là qui est transpolitique, hein, qui concerne à la fois la droite, la gauche ou les nationalistes qui ont toujours plus ou moins revendiqué la ratification de la charte en accusant d'une certaine manière l'État français de ne pas être en conformité avec les aspirations et les recommandations internationales. Or, demain, la ratification de la charte ne changerait rien, a priori, dans les faits, en tout cas, par rapport à une quelconque politique linguistique en Corse. Donc le combat, puisqu'il s'agit d'un combat politique concernant les langues,
est assez difficile, puisque du côté français, on a une constitution qui est verrouillée. Je crois que c'était Pascal Ottave qui parlait, ou Philippe Martel, de verrouillage citoyen au niveau des langues autres que le français. Du côté de l'Europe, on n'a pas encore une conception qui est qui pose les débats en termes de non-hiérarchisation et non-catégorisation des langues, que l'on retrouve du côté de la Déclaration universelle des droits linguistiques à Barcelone, mais qui n'est pas un texte, encore une fois, réglementaire. Voilà. Voilà, on va tout de suite donner, on va enchaîner, on va aller au bout de notre propos, on a à peu près une quinzaine de minutes chacun. Et je vais donner la parole à Jacques Thiers pour remettre en perspective un petit peu, peut-être recentrer sur la région maintenant avec vous deux, puisque là le propos a été à la fois constitutionnel, ensuite comparé et européen. On va peut-être focaliser avec vous deux pour conclure ce propos et ensuite échanger avec la salle. Merci. Tu ne vas pas me priver quand même de l'évocation de ce moment important à Barcelone, au Palau Gaudi, lorsque a été signée cette Déclaration universelle des droits linguistiques par 60 représentants des nations, des États-nations ou des nations sous l'égide du CIEMEN, le Centre international escarré des minorités ethniques et nationales, avec qui la Corse était en contact depuis longtemps, depuis que à l'abbaye de Cuxa, en Catalogne, donc, Aureli Argemi, le président du CIEMEN, avait en quelque sorte lancé Urbi et Orbi, une consultation de toutes les langues et cultures minoritaires du monde, qui a abouti, sous l'égide de l'UNESCO et du PEN Club international et du PEN Club de Catalogne, à la rédaction et à la ratification en grande pompe de cette Déclaration universelle des droits linguistiques, qui depuis a fait son chemin, porté par le PEN Club de Catalogne, en particulier avec son président Tonnerre, qui est aujourd'hui président de l'Institut de la langue catalane et de la diffusion du livre et de la littérature en catalan. Donc une cérémonie prestigieuse, vraiment, une cérémonie d'éclat qui avait vocation, dans l'esprit de ces initiateurs, à contrebalancer, si vous voulez, le misérabilisme qui enrobait l'ensemble des langues et cultures non reconnues. C'était ça l'idée, faire le contrepoids en quelque sorte du poids que font peser les États-nations sur les langues qui sont considérées comme hiérarchiquement inférieures. Et je voudrais, en complément de ce qui a été dit, car tout ce qui a été dit est extrêmement pertinent, je vous invite à le retenir, je voudrais rappeler par exemple que, on en parlait tout à l'heure, Mona Ozouf, à propos de son dernier ouvrage, disait que ce qui apparaît comme, on va dire, des vérités de l'ordre du mystique, pratiquement, est le fruit de l'histoire. Et que dans la nation française d'aujourd'hui, qui brandit la République comme le phare même de l'être français, de cette identité collective nationale, eh bien, Mona Ozouf voit deux composantes à peu près à égalité. Une qui est fondée sur l'idée de la République et l'autre sur une idée beaucoup plus ancienne, héritée de la France telle qu'elle existait depuis sa constitution à partir de l'échec, ou plutôt la succession de la romanité, c'est-à-dire la nation. C'est une autre notion que nous allons retrouver, peut-être si on regarde un petit peu du côté de l'Europe plus nordique, et en particulier de l'Allemagne, de Herder et d'autres. Pour Mona Ozouf, ces deux tendances existent en France, malgré
la force du discours républicain. Alors à ce sujet, il faut rappeler par exemple que l'article 2 qui annonce que le français est la langue de la République ne date, si je me souviens bien, que de 92. C'est insuffisamment connu. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que ce qui est posé comme un a priori de l'ordre de l'éternité est bien évidemment, et c'est rassurant, le fruit de l'histoire. Ce qui veut dire que lorsque nous avons des notions comme l'officialité, dont je vais reparler, ou la co-officialité, eh bien, il faut l'extraire du domaine du sacré pour la réintroduire dans le domaine de l'histoire. Et dès lors que l'on redécouvre l'histoire, eh bien, on redécouvre des gens, on redécouvre des individus, on redécouvre des partis, on a des forces qui agissent dans une société et bien heureusement qui sont en dialogue. Alors, il y a cette évocation de la Déclaration universelle des droits linguistiques, et puis il y a, de mon point de vue, puisque Alain Dimy disait tout à l'heure que j'avais eu des responsabilités qui ont été extrêmement enrichissantes pour moi, je voudrais faire allusion très simplement à une année qui a été très féconde, extrêmement occupée pour moi, qui était l'année 2006-2007, où l'Assemblée de Corse avait décidé, je ne sais pas comment, peut-être certains qui sont ici présents pourront nous rappeler le détail, mais de manière un peu, on va dire, bricolée, je dis cela évidemment sans aucune volonté de provocation, mais on va dire dans une actualité un peu mouvementée, l'Assemblée de Corse avait décidé de consacrer à la langue corse un plan de développement, et pour ce faire, une commission avait été nommée, commission, comment avait-on appelé cela, un comitado dirigir, me semble-t-il, non, un consiglio linguistico, voilà, c'est ça, un consiglio linguistico qui était composé d'un conseil scientifique et d'un comitado dirigir. Alors, le conseil scientifique était composé d'experts, c'est-à-dire des gens qui, de peu ou prou, avaient trempé leurs activités dans la mise en place de progrès pour la langue corse dans la société. Et ça, c'était puis des experts internationaux. Il y en avait 3, nous en avions recruté 3 dans le conseil. Et d'autre part, il y avait le comitado dirigir composé d'élus. Alors, moi, ce que je voudrais attirer votre attention sur ce souvenir. Nous avons eu une soixantaine de consultations tout au long de l'année. C'était très, très fécond. Et nous avons rédigé un rapport. Quand je dis nous, le président et mes collègues m'avaient fait l'honneur d'être président de ce conseil scientifique. Et c'était Pascal Ottavi qui en était le rapporteur. Vous pouvez imaginer que c'est lui qui a tout rédigé, c'est lui qui a travaillé. Et donc, nous avons présenté ce rapport en fin d'année. Et alors, moi, ce que j'ai vu, ce que je voudrais vous raconter, ce n'est pas l'aboutissement qui a été positif, extrêmement positif, puisque l'Assemblée de Corse avait voté ce plan à l'unanimité, me semble-t-il. Il y a ici des gens qui pourront le confirmer ou l'infirmer si je me trompe. Mais voilà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est le processus d'adhésion tout au long de cette année. Et je vous assure que c'est remarquable, parce qu'au début de l'année, lorsqu'on parlait de sortir, mais vraiment de faire une petite exception à la lettre de mission, je peux vous assurer que le président de cette commission, du Comitado dirigir, poussait les hauts cris. Il me rappelait à l'ordre en disant « Mais non, pas ça, pas ça, pas ça. Ce n'est pas dans la lettre que vous avez reçue. Vous n'avez pas cette mission. » Voilà. Et progressivement, tout au long de l'année, en réalisant ce dialogue entre, j'allais dire, les experts
Et les politiques, eh bien, progressivement, nous avons débouché sur quelque chose qui était, je vous le donne en mille, la co-officialité. C'était un gros mot au début de l'année. À la fin de l'année, ça a été porté dans le rapport et ça a été voté avec le plan, avec peut-être des amendements. Mais, si vous voulez, la chose, le gros mot, la parole avait pu être prononcée. En tout cas, elle avait fait l'objet d'un débat entre les experts et les politiques. Et progressivement, nous sommes arrivés à pouvoir, en quelque sorte, parler des choses qui étaient tabous, qui étaient de l'ordre de l'innommable, de l'ordre du sacrilège, en quelque sorte. Voilà, moi je voulais faire état de cela pour dire simplement que ce qui aujourd'hui apparaît comme impossible d'un point de vue juridique, ça n'est pas, mais si c'est souhaitable, si c'est la raison, et je suis persuadé, vraisemblablement vous êtes persuadé au moins de ce côté de la table, que la co-officialité, c'est la condition, ce n'est pas de l'ordre de l'idéal, c'est la condition sine qua non pour que la langue puisse avoir une existence. Ça ne suffit pas, mais c'est la condition sine qua non. Sans cette condition-là, il n'y a pas de pérennité possible de la langue. Je voudrais m'arrêter là et passer la parole peut-être à Sébastien Queneau, sans transition, parce que lui, avec son expérience, avec son travail au conseil linguistique, va pouvoir entrer dans le détail. Merci. Eh bien, là, Diago, on parlait de la co-officialité en tant que moyen. Ce qui avait été un des objets très importants de discussion entre les élus à l'époque, c'était la confusion qui pouvait être opérée entre bilinguisme et co-officialité, en fait, entre la fin et puis le moyen. Je crois que ça avait été un des objets de discussion très importants même au moment du vote. Je crois que Diago m'a parlé de ce comité scientifique des années 2005-2016. Ce qui avait précédé ce vote, c'était aussi un rapport de l'université intitulé Langue corse, langue du citoyen, qui avait suivi en fait l'organisation d'un colloque auquel avait participé Alain Di Meglio. C'était en fait le premier colloque sur l'enseignement bilingue en Corse, je crois, en 2004, avec l'association Ascioli Lingua. Et on avait rédigé, je m'en souviens qu'il y avait Pascal Ottavi, et puis toute l'équipe de l'association Ascioli Lingua. On avait fait un état des lieux de la situation actuelle de l'enseignement en 2004, qui a finalement pas tellement évolué. Quantitativement, oui, mais disons du point de vue du dispositif qualitatif, il n'y a pas eu d'évolution importante depuis lors. Et puis un certain nombre de propositions de perspectives. Et ce rapport se concluait par, je m'en souviens qu'à l'époque, le président de l'université, Antonio Aiello, avait commandé à Diago Moutière une conclusion, mais on s'attendait en fait à une demi-page, et puis on avait eu droit à un texte lumineux de Diago Moutière, Langue corse, langue du citoyen, auquel nous avions donné donc le nom de ce rapport, qui avait été envoyé au préfet de Corse de l'époque, Pierre-René Lemas, futur secrétaire général de l'Élysée. Et pour que ça reste un petit peu dans l'histoire, on se souvient de cette brouille qu'il y avait eu entre le président de l'université et le préfet au sujet de la dénomination d'un amphi de l'IUT, Giambattista Acquaviva. Du coup, ce rapport étant tombé à l'oubli du côté de la préfecture, nous l'avions envoyé à tous les groupes de l'Assemblée de Corse. Et je crois que c'est ce petit rapport qui, un petit peu modestement, avait quand même sensibilisé à l'époque les différents groupes et puis l'exécutif. Donc ce premier rapport, suivi donc du rapport du conseil scientifique, je crois que c'est important, c'est un rapport qui fixe quand même un cap qui a été difficile à atteindre même en Corse, puisque le conseil scientifique s'était mis d'accord sur la notion de co-officialité, mais une motion déposée par Jean-Guy Talamogne en 2008 avait pourtant avait reçu un vote négatif de la part de l'Assemblée de Corse. Donc il a fallu attendre 2011 pour que décembre 2010, pour que Jean-Guy Talamogne dépose à nouveau donc une demande de motion en faveur de l'officialisation de la langue corse, à laquelle en fait le groupe communiste a apporté une modification en juillet 2011 en demandant la co-officialité de la langue corse et du français. Il s'agit plutôt d'une discussion un petit peu formelle, puisqu'en fait, l'officialisation de la langue corse n'aurait en rien exclu donc, l'officialisation de la langue française. Donc la co-officialité vise à mettre les deux langues
au même niveau. Et donc, suite à ce vote de juillet 2011, il s'agissait, pour la petite histoire, du premier match, je crois, du Sporting en Ligue 1 pour la remontée. Je me souviens qu'à l'époque, Pierre Djonga avait dû quitter, je crois, l'hémicycle pour assister au match. Et donc, s'en est suivi l'installation d'un comité également de rédaction qui regroupait tous les groupes de l'Assemblée de Corse et auquel a été adjoint également donc, des membres, disons, de la société civile. 30 réunions ont été organisées durant 2 ans de façon à construire un consensus autour de ce texte. Alors nous avions également organisé au milieu de ces réunions une visite au Pays Basque et ça avait été, je crois, assez instructif pour les élus. Alors c'est vrai que ceux qui s'y sont déplacés étaient plutôt ouverts à la chose, mais pas forcément l'ensemble des élus. Et là-bas, le Pays Basque, c'est très instructif puisqu'on a une langue sur 2 États et sur 7 entités administratives différentes. Et ce qui est facile à comprendre, c'est que dans le nord du Pays Basque, côté, disons, français, eh bien, la langue basque était plus parlée il y a 30 ans que dans le sud. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc on s'aperçoit qu'à situation sociolinguistique différente, mais lorsqu'on applique un régime juridique différent, on arrive à revitaliser d'un côté, et puis de l'autre côté, eh bien, on a accentué le déclin, en fait. Donc ça a été, je crois, une situation, un élément important en faveur de la sensibilisation des élus, qui ont alors pris conscience, effectivement, qu'il fallait un statut juridique pour la langue corse. Plus aucun élu, plus aucun groupe, en tout cas, ne proposait le statu quo. Tous ont essayé de travailler. C'est vrai que c'était assez intéressant, presque émouvant, de voir certains élus qui ont été élus, en fait, pour que rien ne bouge, pour défendre le statu quo, qui ont bien ressenti que cette position était intenable. Hein. Je crois que notamment François Tati, qui avait beaucoup travaillé, avait proposé un texte pour un droit territorial du Corse. Alors, il a essayé, en tout cas, ça montre bien en tout cas le souci que peuvent avoir les différents élus de l'Assemblée de Corse pour la langue corse, et même ceux qui se sont abstenus, en tout cas, aucun n'a voté contre ce texte de co-officialité, quand bien même ils auraient été élus pour y faire barrage. Donc je crois que sur cette période-là des 10 années écoulées, c'est vrai qu'il y a un consensus politique qui a été construit, même si après, sectoriellement, il peut y avoir aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, des oppositions et qui devraient même s'affirmer davantage dans les années à venir, puisque le consensus politique repose sur des principes, disons, de défense, de revitalisation, de normalisation même de la langue corse. Mais lorsqu'on rentre dans le vif du sujet, dans les détails, dans les différentes corporations, eh bien c'est là que l'on peut avoir un certain nombre de mains qui se lèvent, de critiques. Et donc, notamment aujourd'hui, le secteur qui est le plus touché en fait, par la politique linguistique, c'est le secteur éducatif, avec un développement de l'enseignement bilingue. On a aujourd'hui 33% des élèves du primaire qui y sont scolarisés, 10 à 15% des élèves du secondaire, notamment au niveau du collège. Au lycée, c'est beaucoup plus faible encore. Et donc là, c'est vrai que c'est une nouvelle distribution en fait, des cartes au niveau de l'accès à la profession et puis également par la suite en termes de mutation. Et donc, on observe par exemple au Pays Basque un sentiment d'hostilité qui va croissant à l'égard de la langue basque. C'est non pas à l'égard de la langue basque, mais à l'égard des effets de la politique linguistique qu'elles peuvent provoquer chez certaines personnes. D'où l'intérêt de travailler ce consensus. Donc à l'époque, c'est 30 réunions, mais même la planification qui a été adoptée en avril dernier avait été l'objet, donc durant l'hiver dernier, d'un certain nombre de réunions avec tous les acteurs, qu'il s'agissait à l'époque également de l'université, des syndicats d'enseignement, des médias, des entreprises, de façon à adapter cette planification, puisque la co-officialité, c'est la déclaration. Disons, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est l'abolition théorique de la diglossie, de la subordination, de la domination. Et ensuite, il faut créer un certain nombre de droits, de processus. C'est pas parce qu'on déclare les hommes libres et égaux en droit qu'ils le sont tous. C'est pas parce qu'on donne l'instruction libre, gratuite et même obligatoire que chacun va suivre la même instruction, le même parcours éducatif. Et donc, c'est pareil pour les langues. On a deux situations très différentes et donc il faut des moyens de péréquation de façon à rendre les situations plus équitables et qui impactent aussi les locuteurs et puis les citoyens de notre île. Et donc il faut trouver ces moyens qui soient acceptables. Donc on a d'un côté la demande sociale de co-officialité et puis de bilinguisme, mais d'autre côté, il faut que l'on trouve également les bons moyens, le bon niveau d'acceptabilité et de vitesse de croisière en fait, des changements. Tout l'intérêt de cette planification Lingua 2020,
qui a également reçu un fort assentiment de la part de l'Assemblée de Corse, et même si certains blocages, encore une fois, sont apparus au niveau de l'enseignement, alors qui est parfois un petit peu idéologique, là encore. J'ai vu l'autre jour sur le site internet France Corse un article qui critiquait le niveau en langue corse des enseignants bilingues, et de l'autre côté, on a également des syndicats qui parfois même en sont proches de cette mouvance, qui vont dire qu'il faut que le niveau de recrutement soit plus faible, parce que sinon on va fermer et on va ethniciser la profession. Donc on a parfois des positions un petit peu contradictoires. L'idée, c'est bien évidemment de faire en sorte que le niveau des enseignants, par exemple, même des autres professions qui vont utiliser la langue corse, soit le plus élevé possible, viser véritablement à l'excellence. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux étudiants, perché tocca a di travaillare, di formarsi, di essere i più buoni possibili, tocca a noi veramente di essere i più buoni, domica rivalà non tu livello, non la nostra tesi linguistiche, in corso come negli altri domini, c'è mica un'opposizione, mica perché mi domanda a voi di essere più buoni in lingua corsa, ad avere un livello di certificazione, c'è uno che sarebbe meno buoni in matematica e in francese. Dunque c'è da avere come un insieme, come un'esigenza che ci tocca avere, per esempio, qui di betta il nostro sistema di educazione. E poi, accanto a questo, per reagire all'articolo, solo due punti, penso che sta a ufficialità e poi a pianificazione, ben dello scopo di passare appena dall'affettività all'effettività, ciò che la dice in questo articolo. E a livello di finanziamenti europei, ne abbiamo parlato domattina con una conferenza di Monia Sana, che rappresenta le collettività territoriali, che è responsabile degli affari europei, di finanziamenti europei. È vero che l'Unione Europea non c'è nessuna diamma a progetti per le lingue, né per la letteratura corsa, né per il resto, perché la nostra lingua, posto che l'unico ufficiale dentro il nostro Stato, a Francia, non può mica ricevere finanziamenti dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un'unione di Stati e dunque si vede che anche qui c'è un problema anche di equità tra le lingue, perché noi che siamo corsovani, che campiamo qui, che siamo europei, paghiamo gli imposti che vanno in Bruxelles e che finalmente non ci voltano mica perché non siamo mica ufficiali. Non abbiamo mica una lingua ufficiale, invece si può tradurre con finanziamenti europei da catalano all'inglese, si può tradurre Shakespeare in catalano con finanziamenti europei, o da catalano a, non so mica, a ugalese, la lingua di un paese in Italia, perché sono lingue ufficiali dentro lo Stato. Dunque c'è anche un problema di equità, di beta l'imposi, di anche una scimità a livello dell'industria, posto che le moiste, c'è questo Jean-Pierre e Carolina, al seminario che abbiamo fatto un SISCO con la Soggiuelza Scorsica, Guy Feroloni ha spiegato l'importanza dell'industria culturale anche a livello economico, a livello degli impieghi. Dunque c'è anche qui un problema di sviluppo economico e con aiuta mica a nostra lingua. Un altro punto, come un biolia di, è che al di là di questo consenso esperto per la lingua, abbiamo bisogno di questi finanziamenti d'azione per la lingua, e dunque questa manifestazione che principia oggi fino a sabato con una sortita in Cabraia, la sola conquista di Pasquale Bauli, di un'occasione di non mica solo per parlare, ma per costruire progetti, perché il consenso di più o meno esperto nella società corsa, ma si può sempre affinare a costruire di più le nostre competenze, ma di noi, e qui l'ampunadiamo agli studenti, l'occasione di partecipare a un corso linguazione per creare imprese nella lingua corsa, perché fino a principio di creazione dell'università, di riapertura, a via studi corsi primavera, nessun sbocco, c'era mica impieghi con la lingua corsa. Ora, di poi 20 anni, ci sono sbocchi in insegnamento, con l'UGAPES, con un corso specifico, con certi posti dei media, certi posti dell'industria culturale, con l'edizione per esempio, e la lingua corsa, la nostra ufficialità, non la potremo mai costruire. Di già, avete visto guardando di meglio l'articolo di Vandamastor, che ci sono ostacoli costituzionali, giuridici, ma che a conto me sono ostacoli politici, di un rapporto di forza, ciò che ha spiegato Romain, dunque è un centro mica in contrasto con l'articolo, penso che di un'unità che può fare avanzare questo quadro giuridico, ma più che questo, di noi, in più di questo, abbiamo bisogno di queste imprese, di tutti questi attori, di questi impresari della lingua corsa, che hanno creato, ne parlavamo prima mezzogiorno, applicazione, non l'iPhone, non le tavolette per i disegni, ma anche per i più maggiori, abbiamo bisogno di tutte
questa immaginazione in maniera a creare questa normalizzazione della lingua in tutti i domini e qui abbiamo bisogno di lavoro, di immaginazione, di volontà e anche c'era Vanina a un più che si occupa di fondazione di queste imprese donc abbiamo invito a partecipare, sono ci partecipate mica, riflettete di quantunque perché in più di interesse collettivo che abbiamo per la promozione della lingua, è di noi il nostro interesse di lavorare due domini importanti di promozione della lingua corsa, c'è di più in più sbocchi, dunque profitate di quantunque un piacere per voi e per noi. Je crois qu'on peut applaudir les différents intervenants. Merci. Donc un tour d'horizon, vous avez compris que c'était un ensemble de considérations partagées autour d'une expérience, un processus, celui de la voie, des voies vers la co-officialité. Bon, le projet constitutionnel n'en est pas encore à la ratification de la Charte des langues minoritaires, présenté tout à la fois comme un préalable, sans doute même de façon symbolique, même si les choses ne changeront pas vraiment en fonction de cela en Corse. Bref, on ne va pas refaire le propos, le débat. Vous avez la parole. Merci de la prendre. Personne ne veut prendre la parole pour lancer le... Non, en fait, bon, il y a eu quand même une description assez précise qui a été faite d'abord par Iago et ensuite par Sébastien sur ce qui s'est passé à l'Assemblée, hein, outre les propos plus généraux sur les rapports entre politique et droit, hein, de Romain, hein, qui sont, à mon avis, frappés au saut du bon sens, parce que je crois que le droit, hein, et les juristes sont en général moins respectueux du droit que ceux qui sont à l'extérieur et qui voient un peu le droit comme une idole sourcilleuse qu'on ne peut pas bousculer. En réalité, le droit, c'est une production sociale. Le droit, on le change. Alors, ensuite, quand on s'adresse à des experts, des grands professeurs qui rendent des rapports, c'est tout à fait normal. C'est leur rôle d'attirer l'attention sur les difficultés d'ordre juridique. Il faut savoir aussi, ensuite, dépasser la simple lecture de ces rapports, parce qu'un juriste, il ne peut pas dire autre chose en conclusion que c'est difficile parce qu'il y a la Constitution, c'est difficile parce qu'il y a l'Europe, c'est difficile parce qu'il y a tel alinéa de tel article, de tel traité. Bon, mais ensuite, c'est la politique qui règle tout, parce que qui fait le droit, qui produit le droit? Et ce sont des instances politiques, et ces instances politiques, elles sont généralement dans les pays démocratiques, elles sont élues, et donc ce sont les sociétés qui, à un moment donné, font changer le droit par l'intermédiaire des élus. Donc là, s'agissant de cette question-là, bon, c'est vrai, il y a une question un petit peu théologique en France, hein, autour de la Constitution, mais théologique vraiment dans tous les sens du terme, parce que finalement, la Constitution, il faut la voir un peu comme un texte sacré. Comme les textes sacrés des grandes religions monothéistes, c'est-à-dire qu'il y a des propos qui se contredisent dans la Constitution française et qu'il faut donc interpréter. Et l'interprétation, le problème, c'est que c'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait. Et le Conseil constitutionnel, sincèrement, officiellement, c'est une juridiction. En réalité, c'est un groupe de théologiens qui poursuivent des visées qui ne sont pas du tout juridiques, mais qui sont politiques. Du reste, certains ont des compétences en droit qui sont relativement limitées. Hein, et on dit que c'est une juridiction. Pas une juridiction. Lorsque vous voyez, par exemple, l'interprétation qu'ils font du principe de laïcité pour l'Alsace, par exemple, et l'interprétation qu'ils font du principe d'égalité pour la Corse, je pense notamment à la question de l'arrêté Milhaud et de ses suites, bon, on voit bien qu'on n'est pas dans le droit, mais qu'on est dans la politique. Et même, hein, s'agissant du Conseil constitutionnel et de la Corse, on est même parfois dans les représailles pures et simples. Hein. On sait qu'on a un ou deux ennemis, mais solides, au Conseil constitutionnel. Donc tout ça pour dire que le droit, et ce qu'a dit à cet égard Romain, je pense que c'est important. Le droit, on le change. Le droit, on le change. Et la Constitution française, non seulement on peut la changer, mais en plus, elle est soumise à interprétation. Mais il y a des principes contradictoires à l'intérieur de la Constitution française. Hein. On discutait avec Pedranto. Hein. Le principe de continuité du service public et le principe du droit de grève, par exemple, bien évidemment, il faut arriver à les concilier. Mais enfin, les principes généraux que l'on poursuit en matière politique, les grands principes comme égalité et comme liberté, souvent, on sait bien qu'il y a confrontation entre ces principes. Et donc, on cherche des équilibres. Et ces équilibres, bien entendu, ils sont trouvés et au niveau politique et ensuite traduit au niveau juridique. Donc c'est pour ça que
malheureusement, je suis arrivé un petit peu après la présentation de l'article parce que nous avons été bloqués une demi-heure. Il y a eu un accident sur la route de Corté. Mais je sais ce qu'a dit Vandamastor. Nous l'avons d'ailleurs reçu à l'Assemblée de Corse. C'est une juriste, évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, qui est de grande qualité. Mais après, il faut savoir qu'une assemblée politique comme l'Assemblée de Corse, eh bien, elle est à même de dire, oui, d'accord, ça c'est l'état du droit, mais l'état du droit, on va le changer. Voilà. S'agissant des péripéties sur le rapport que vous avez, dont tu as été, avec Pascal Ottavi, le promoteur principal, le rapport Fiadono, donc, qui disait, page 14, donc que à défaut d'officialité, de co-officialité du Corse, il serait impossible d'inverser la tendance qui était toujours évidemment au déclin, elle est toujours au déclin, malheureusement aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Donc il serait impossible d'inverser la tendance sans une officialité du Corse. Et sur la base de ce rapport, nous avions donc déposé immédiatement une motion demandant l'officialité du Corse, en demandant simplement à l'Assemblée de tirer les conséquences des conclusions du rapport qu'elle avait commandé. Nous avons dit donc à la majorité de l'Assemblée à l'époque, c'était la mandature précédente, on a dit, écoutez, vous avez à l'unanimité demandé une expertise. Le rapport d'expertise a été rendu. On vous dit qu'il faut l'officialité, sinon le Corse va disparaître. Soyez à un moment donné conséquent et décidez qu'il faut aller vers l'officialité. Ce qu'avait refusé donc la précédente mandature. Il a fallu encore des années pour arriver au vote et puis ensuite à la rédaction du statut. Voilà, donc ça ne s'est pas passé aussi vite que tu l'avais dit dans un premier temps. Tu avais fait un résumé, c'était un peu compact, mais en réalité, ce que tu as dit aurait été logique, c'est-à-dire que l'Assemblée tire immédiatement les conséquences de l'expertise qu'elle avait commandée, mais l'Assemblée ne l'a pas fait. L'Assemblée a dit a ragione di Adoia e a Gabri a Mea. Voglio aggiustare due o tre affarucci in continuità di Socrate, Jean-Guy e Sébastien soprattutto. Quando Jean-Guy dice il rito si può interpretare, abbiamo parlato assai di Agartula Europea, sarà uno dei dibattiti in Francia che ha portato più opposizione tra quelli che dicevano è compatibile a Gartula Europea con la Costituzione francese e quelli che dicevano non è mica compatibile, per un detto Guy Carcassonne che è citato nell'articolo di Vandamastor e che ha lavorato Papa a ZTC e che è venuto qui a lavorare anche all'Università di Corsica in certe giuridese. Era considerato come uno dei più grandi costituzionalisti francesi e lui diceva di modo chiaro e franco che Gartula è compatibile con la Costituzione francese. Il Consiglio Costituzionale ha detto no, non è mica compatibile. E di Stato di no. Dunque è padibile che di vera che la Costituzione si può interpretare in tutti i sensi. È padibile di no che il rito si può cambiare. Due aneddote concernendo l'articolo 1 della Costituzione francese, la langue de la République e le français. A prima versione, ma questa è una mica troppo, a prima versione dell'articolo 1 della Costituzione francese era le français, la langue de la République, e mica la langue de la République et le français, o di così all'epoca era le français e la langue de la République française. E tutti gli altri paesi che hanno il francese come lingua ufficiale in Europa, accanto hanno detto in Africa di noi hanno detto no, la lingua il francese non è mica la lingua della Repubblica francese. Tanto hanno cambiato torna la Costituzione. E un'altra aneddota che concerne l'articolo 1 della Costituzione, che all'inizio c'è parecchi articoli nella Costituzione e a ogni articolo c'è parecchi titoli, parecchie linee infrasate e l'articolo 2 era a linea mi pare 3 a terza o a quarta dell'articolo 2. Però l'hanno fatto passare in testa per dire l'importanza della lingua e voilà, l'inquadramento giuridico. E anche era il primo affare. Il secondo affare, il prolungamento di ciò che diceva Sebastian, di la differenza tra bilinguismo e ufficialità. Ha impiegato una metafora come se volevamo andare a una persona di va Aiaccio Bastiglia mettendo allo stesso tempo in pittura se là una de chevaux una Porsche. La lingua francese con tutti gli arnesi giuridici sarebbe
a Porsche e a lingua corsa senza arnese giuridico, senza ufficialità, sarebbe a due gawali. E domandata a gente di giungere allo stesso tempo in Bastia, gli ha vinto, oh ma come non siete mica giunti allo stesso tempo? Non siamo mica gli stessi mezzi. Dunque, a ufficialità di una maniera di avere lo stesso motore, finalmente, a ogni vettura che li possano andare allo stesso tempo, allo stesso luogo. Ecco. Mica domande, mica rimarchi, mica commenti. Dunque penso che non potremmo chiudere su primo momento in un quadro di lingue mondi. Rammento che a 4 ore ci sarà la rimessa di premi di un concorso di poesia l'impatto sulla collettività territoriale. Domani lingue mondi continua. Sebastian, forse ci puoi rammentare in corti parole il programma di domani o non l'hai mica in capo? Così. Allora, vi ringrazio. Sarà un'entrata in Firibe lo onore con una conferenza in lingua numerica, con progetti di sviluppo, e a seguito da un giorno di una conferenza in lingua e progetti europei. Dunque ci sono quantunque maniere di buscare finanziamenti europei per operazioni anche a livello di lingua corsa. E poi dopo mezz'ora uno scontro tra capi di impresa e geremo di matchmaking di maniera a sviluppare appena idee di progetti di creazione di imprese o di operazione. E l'indomani, due venerdì, 2 giorni al Consiglio di Lingua mi pare, un concorso linguazione per i 15-30 anni di maniera a creare imprese in domino di lingua corsa, della terza o la quarta annata, e c'è un premio a vincere, c'è di un consiglio, da professionali di imprese o di LADEC, di specialisti, e poi sabato mattina 9 ore, partenza da Maginadio fino a Cabraia, di maniera, voilà, c'è l'indimio che sa veramente è occhio di Bonifacio, noi in Cavigorso ci apriamo in l'isola Toscane, e con un piccolo programma. Nudando, schinotic, si può fare di tutto, si vende il tempo. Ma siamo più che in 1767, non mentre che noi perdiamo a Maddalena, Pasquale Paoli vince a Capraia. Dunque, è importantissimo. Vi ringrazio a tutti, dunque a dopo, e un vi scordate di tutte queste belle manifestazioni in giro a lingua questa settimana. E in quanto al Centro Culturale Universitario, appuntamento domani sera a pezza di teatro, per la pezza di teatro che c'è un programma pedete all'entrata, domani, non mi ricordo più se c'è una pezza di teatro. Domani sera i Montini, non c'è mica una pezza di teatro, c'è un concerto, i Montini, domani sera, dunque appuntamento a 8:30 qui con i Montini, non vi scordate. A dopo e a ringraziarvi dei saionti.